Sarah Louis Senghor, qui, comme vous le savez, va diriger particulièrement ces entretiens. Vous pouvez également réagir sur les différents sujets qui seront développés dans Kenkeliba de ce jeudi. Ce sera dans quelques instants après la météo du jour avec nos partenaires de la NACIM qui nous donnent les prévisions de ce jeudi à Dakar et à l'intérieur du pays. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de votre matinale Kenkeliba. Bonjour chers amis téléspectateurs qui nous suivez sur l'émission Kenkeliba, espérant que vous avez passé une excellente nuit. Les temps forts de l'actualité météorologique pour cette journée du jeudi restent marqués par un temps ensoleillé sur l'ensemble du territoire, une hausse des températures diurnes, surtout dans les régions nord, dans la région de Matam. Regardons la photo satellite du jour avec un ciel qui est parsemé de nuages dans la partie nord, des nuages qui évoluent sur l'océan qui aborde le pays. Mais tandis que dans la partie sud, c'est un ciel qui est légèrement dégagé. Côté prévision, donc pour cette journée du jeudi, on aura la température la plus clémente à Dakar de 30 degrés. On aura des pics aussi à Linguère, Kaffrine et Matam de 39 degrés. Tandis qu'au sud, c'est 34 degrés qui est la température attendue à Ziguinchor, 35 degrés à Sédhiou, 1 degré de plus, c'est-à-dire 36 degrés à Kolda. Sur la latitude est, sur la ligne Tambacounda, Kédougou, c'est 38 degrés qui est attendu, 37 degrés à Bakel, au nord 33 degrés à Saint-Louis. Chers amis téléspectateurs, c'est la légère canicule, de la canicule qui est présente dans les régions nord, avec 39 à 40 degrés, tandis qu'à Podor, la température va effleurer les 37 degrés. Les températures minimales aussi seront très frisquettes, surtout à Kolda avec 16 degrés pendant le petit matin. C'est sur ces notes qu'on vous dit au revoir, mais n'oubliez pas d'aller sur nos sites pour des informations beaucoup plus actualisées. Chers amis téléspectateurs, on vous souhaite une à nos partenaires de la NACIM pour la météo du jour. Et l'équipe de ce jeudi est déjà bien installée. Il s'agit du coach Tanda Khandjaye, comme vous savez, qui est là avec nous tous les jeudis pour nous parler de gymnastique en direct sur le plateau. Bonjour coach. Bonjour à vous. On dirait que vous avez hâte de goûter à votre tasse de Kenkeliba. Ça fait du bien, hein? Kenkeliba, bien sûr. Oui, tout à fait, c'est vrai, ça va me soulager toutes mes peines. Ça va, il y a du mieux? Oui, c'était très dur, mais quand même, on a pu gérer. On a essayé de prendre de la pharmacopée, mais aussi de la médecine traditionnelle. Exactement. Mais ça va, après ça reste un tout petit peu quelques séquelles avec la voix. Mais on va faire avec, parce que progressivement, je crois que ça va venir. Oui, il faut tenir bon. Vous êtes un sportif. On va dire que c'était une vilaine grippe. Et c'est la saison aussi. Il faut faire très attention. Ils m'ont vraiment manqué les pompes, mais surtout les tractions. Oui. Alors ça, c'est-à-dire j'étais complètement arrêté, quoi. Oui. Alors je ne voulais pas prendre de risques. Bon, absolument. Voilà. Mais quelques jours de repos aussi, ça fait du bien. C'est ça, même. Ah oui, oui. bien surtout, sûr, bien sûr. Le repos surtout. C'est ça. Oui, je me suis reposé parce que je ne me repose pas beaucoup aussi. C'est vrai. Je ne me repose pas beaucoup, c'est les entraînements. Oui. Bon là, en dehors des activités ici, il y a aussi le pentathlon. Oui. Donc il faut s'occuper des jeunes pour les préparer aux futures échéances. Et c'est comme ça. C'est ça. Ouais. Alors Sarah. Oui, bonjour Adama. Ça va? Oui, coach a un agenda très chargé. C'est vrai. Beaucoup de choses à faire. C'est Après, vrai. la grippe, c'est juste un signe de fatigue. Exactement. C'est une alerte pour nous dire qu'il faut faire une pause. Oui, Pour oui. coach, on Et te toujours souhaite en vraiment activité. une meilleure santé parce Merci que beaucoup. ta place, elle est importante dans cette équipe. Exactement. Puisqu'au On a quotidien, besoin la de lui, gym, hein. c'est Oui. ça, il faut bouger. Et le rappel, c'est toujours avec le coach Tandara. Mais on C'est est ça. très content de t'avoir ce matin. Absolument. Merci beaucoup. Bonjour Merci également à nos deux invités et je laisse le soin à Sarah de nous les présenter. Oui, d'abord pour ce 4e numéro de la semaine et avant-dernier d'ailleurs, un ami de la matinale Kenkeliba qu'on retrouve sur ce plateau, Monsieur Amadi Dian, qui est le directeur général de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics. Il est surtout le coordonnateur de la RAMP. La structure accompagne les veuves et les orphelins depuis plusieurs années déjà et à chaque fois, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des veuves. Et il est sur le plateau avec nous pour revenir
revenir sur l'accompagnement que cette structure apporte justement à cette couche vulnérable. C'est de cela que nous parlons ce matin, puisque d'ailleurs, juste après l'émission, il file au Grand Théâtre. Il y a une grande cérémonie sur place avec justement plusieurs associations convoquées. Il revient sur tout ça avec nous dans la rubrique Invité. Et puis, à ses côtés, un visage qui peut vous sembler familier, mais attention, la ressemblance peut être trompeuse, bien évidemment. Sur ce plateau avec nous, Mariam Mbodj, qui est assistante en communication de AJ3D. C'est une association de jeunes, tout simplement, jeunes d'Egodi Dimbali. J'ai bien prononcé. Caravane de solidarité, justement, et d'entraide organisée par cette association en faveur des personnes en situation de précarité. La caravane aura lieu au mois de décembre. Donc, c'est deux sujets qui se rejoignent. Entraide, solidarité, soutien aux couches vulnérables. Absolument. Voilà le menu de la rubrique invitée de ce jeudi matin. C'est ça. Bonjour, Mariam. Oui, bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Bienvenue sur le plateau de Kenkeliba. Merci beaucoup. Et bonjour également à monsieur Amadi Dian. Ça va? Bonjour, madame. Oui, au taquet, je vois ça. Oui. Avec l'écharpe, oui, la casquette. Tout est fait. Vous m'avez donné cette opportunité, j'ai dit, attends, je vais en profiter pour encore davantage. Oui, il le faut. Hein. Si je fais le plateau de ce matin. Oui. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup. Alors, on va s'arrêter sur cette élimination du Sénégal, les Lionceaux U17 éliminés hier après 90 minutes sans aucun but marqué de part et d'autre. L'équipe du Sénégal a donc été éliminée du mondial à l'issue, donc, comme vous le savez, de tirs au but. 5-3 éliminés par la France, on le rappelle. Mais les Lionceaux ont toutefois livré un vrai match face à une équipe française qui a su résister quand même. Et on rappelle également que ce match comptait pour les huitièmes de finale dans ce mondial U17 en Indonésie. Et malheureusement, l'aventure s'est finie pour le Sénégal, qui n'a pas du tout démérité depuis le début de cette compétition. Je pense que les performances ont été assez satisfaisantes, même si on a un petit peu fait un faux pas, n'est-ce pas, Sarah, lors du match contre ce matin. Le Japon, on imagine. Je suis vraiment triste. Il y a aussi de l'amertume, beaucoup de regrets. Oui. Bon, je vais faire un peu comme toi. D'abord, commencer par féliciter les Lionceaux, qui se sont véritablement battus tout au long de cette compétition et surtout en huitième de finale. Ils nous ont offert hier un match de guerriers. C'est ça. Donc bravo à eux. On échoue en huitième de finale, mais on apprend de ces échecs aussi. Donc forcément des leçons à tirer. Le Sénégal face à une équipe de France qui ressemble un tout petit peu à leur sélection A. Hein. Beaucoup de joueurs d'origine, français d'origine, j'allais dire. Et puis un gardien qui a des airs de Hugo Lloris, qui nous a fait mal lors de la séance des tirs au but, il faut le dire. Mais ce qu'on regrette véritablement, c'est qu'il y avait de la place pour que cette sélection des Lionceaux puisse aller beaucoup plus loin dans cette compétition-là. Dans ce match de huitième de finale, on le savait, il fallait absolument gagner dans le temps réglementaire. Donc il fallait mettre un but. Beaucoup d'occasions ratées, combien de fois on l'a dit. On a de belles occasions, mais pour concrétiser ces occasions-là, eh bien, il y a un petit souci. La dernière passe, ce dernier petit geste qui met le ballon au fond, à ce moment-là, on flanche toujours. Ou j'allais tout simplement dire, c'est quelques secondes qu'il faut pour réfléchir, pour savoir si on prend soi-même l'initiative de tirer ou de faire la passe à son partenaire. À ce niveau-là, on a beaucoup péché encore hier. Et malheureusement, quand on est face à de grandes équipes, eh bien, ça se paie cash, on va au tir au but et on ne s'en sort pas. Les tirs au but, ça aussi, c'est une autre histoire. Les pénaltys avec le Sénégal, il faut qu'on travaille davantage cela aussi. Mais je veux dire, le plus grand regret, c'est qu'il y a des opportunités, il ne faut pas les rater. Ces jeunes-là, beaucoup parmi eux, ne pourront plus jouer dans cette catégorie. C'est fini. C'est-à-dire, ce mondial, c'est... Parce que c'est les U17. Ils n'auront pas 17 ans deux fois, ils n'auront pas 16 ans deux fois. Donc ça veut dire que l'année prochaine, beaucoup vont changer de catégorie. Et il y avait de la place parce que dans les matchs de poule, on bat l'Argentine 2-1. On fait 4-1 face à la Pologne. Maintenant, il fallait sortir les calculatrices. Face au Japon, tout ce qu'on cherchait, c'était un match nul. On sort premier de notre poule et donc, on a un adversaire de moindre qualité. Exactement, pour éviter la France. On a mal négocié ce match contre le Japon. Pourquoi on va à l'offensive ? Contre le Japon, c'est bloc bas. On cherche le match nul, on laisse le ballon aux Japonais. Donc, on met toute notre énergie encore dans ce match-là. On se fatigue. Derrière, le gardien commet une erreur. La défense, erreur de positionnement. On prend 2 buts.
Et on se retrouve en 8e de finale face à l'équipe de France. Oui. Addition beaucoup plus compliquée, je le disais hier, ça n'allait pas être un match facile. Finalement, on rentre à la maison. Il y a de la déception, c'est sûr. C'est ça, malheureusement. Oui. Il y a de la déception. N'est-ce pas, coach? Oui, c'est vrai, très déception. Déçu aussi, vous. Quand même à la mesure d'une certaine, disons, simplement une petite désillusion quand même. Puisque cette équipe du Sénégal, je crois que son point fort, c'était surtout cette verticalité du jeu avec celui-là dont l'absence a modifié un peu la donne. Amara Diouf, oui. Parce qu'il apportait constamment l'estocade vers l'avant. Absolument. Mais malheureusement, cette fois-ci, on est tombé sur une équipe de France pas supérieure à celle on du les a Sénégal, dominés, parce qu'on avait la place. C'est ça, on les a dominés. C'était malmené presque tout au long du match. Absolument. Oui, sur le plan de la conservation du ballon, on a beaucoup plus vu le Sénégal que la France. Oui. C'est vrai que, dommage, la chance ne nous a pas souri. Et donc les espoirs se sont complètement évaporés sur ce terrain. Mais coach, est-ce que c'était la chance finalement? Oui, c'est vrai que... peut-être. Oui. On a manqué d'efficacité. Manque d'efficacité. Il y avait des occasions de but franches. Ah oui, ça c'est très clair. Alors, comme vous l'avez dit, ça c'est Pécache. Alors là, des occasions, il faut les mettre au fond. Malheureusement, ils ont transformé en plomb les nombreuses occasions qui s'étaient offertes à eux. Alors c'est dommage, c'est aussi comme ça. Mais là, il faut compter aussi avec l'inexpérience d'une catégorie comme celle-là, parce que c'est des jeunes, c'est vrai, mais là, il a manqué vraiment le chef d'orchestre. Alors aujourd'hui, sa sortie a complètement modifié la donne. Ça, il faut... Mais coach, il était sur la feuille de match, mais il n'était probablement pas en forme, c'est ça? Non, moi, parce que là, vous savez, une entorse, on nous parle d'entorse. Si vraiment la pathologie, c'est vraiment l'entorse, moi je dis il était out, c'est pas possible. J'ai entendu dire qu'il a participé à l'entraînement, mais un entraînement isolé. J'ai dit que si c'est de l'entorse, ce n'est même pas la peine de compter. Il ne peut pas, c'est pas possible. Hein? C'est une articulation qui va au-delà de ses limites habituelles. Mais ça fait des dégâts. Ça, c'est un repos absolu. Ah oui, c'est pas comme la fêlure ou autre. Mais là, c'est dommage. C'est dommage. Donc c'est contre le Japon, véritablement. Exactement. Parce que c'est contre le Japon qu'on le perd. Oui, le match contre le Japon qu'on a perdu. On a mal négocié ce match. Oui, c'est ça aussi, le tournant justement de cette compétition pour nous. Et pour l'équipe du Japon, parce qu'il fallait battre le Japon et se mettre un peu à l'abri, puisque vous aurez pu éviter la France. Parce que quoi qu'on dise, c'est vrai que les Français ne jouent pas mieux que le Sénégal, mais malheureusement, c'est vrai qu'ils sont venus sur nous. Et donc, il faut dire que moi, j'avais plutôt peur de l'équipe d'Argentine que de l'équipe de France. Bon, ce qui est arrivé. Bon, maintenant, c'est dommage, comme vous l'avez dit, Sarah. Ils n'auront plus l'occasion de jouer les U17, c'est terminé. Il faudra maintenant regarder en avant. Beaucoup parmi eux. Bon. En tout cas, c'est une belle pépinière pour féliciter encore ce qui se fait au niveau des centres de formation, coach Tandara. Génération Foot et Jambar nous ont véritablement fourni d'excellents joueurs dans nos différentes sélections, surtout dans les petites catégories. Donc c'est encore une fois l'occasion de féliciter ces clubs-là et la fédération pour le travail qui se fait à la base. Ça, même s'il reste encore des choses à améliorer, toute l'efficacité dont parlait tout à l'heure M. Dieng, n'est-ce pas? Je pense qu'ils sont jeunes, ils ont essayé, il y a des contingences sur lesquelles on ne peut pas parier parce qu'une blessure, c'est une blessure. S'il y a quelqu'un qui est le chef d'orchestre, s'il est absent, ça peut modifier la donne. Mais l'essentiel, et ça justement, ce n'est pas seulement les petits carrés, même dans nos équipes nationales, on a un problème d'efficacité. Je pense que même le match passé contre le Togo, on a eu quasiment le même problème, beaucoup d'occasions ratées. Il faut que les finitions puissent être travaillées et Sarah dit tout à l'heure, les tirs au but. Si, tout cela, ça fait partie de la performance personnelle et individuelle. C'est ça qu'il faut cultiver. Il y a des gens qui doivent pouvoir décider de finir un match.
C'est ça que nous manquons. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait extrêmement peur lors de la dernière CAN à la séance de tir au but. On se demandait si le Sénégal allait finalement remporter le trophée. Je l'ai regardé, Mais heureusement. je l'ai regardé en live parce que j'étais au stade à Yaoundé. Je ne peux pas vous décrire les émotions que j'ai vécues. Et depuis ce jour, j'ai dit, moi, je ne vais plus au stade. Non, c'est bon. Pour Non, les mais matchs oui, du on passe Sénégal, par le toutes stade, les émotions. c'est Oui, bon, on c'était passe par compliqué. toutes les émotions. Vous imaginez ce qu'on a pu ressentir Les tirs au but. avec Sadio, Surtout le le dernier dernier tir avec Sadio. Avec Sadio, oui. C'était très chaud. Mais les gens se sont évanouis. Certains ont pleuré. Je ne veux pas rappeler les pleurs qui ont fait le tour du monde, mais je vous assure que c'était des émotions incontrôlables finalement. Alors, Mariam, vous avez suivi un petit peu le match d'hier ou la performance des Lionceaux depuis le début de cette compétition notamment? Oui, pour le match d'hier, je l'ai suivi. C'est vrai que c'est un match qui a donné des sueurs froides. Oui. Ah oui, mais bon, les Lionceaux n'ont pas démérité. Oui. Et c'est sûr que ce sera une très bonne leçon pour la prochaine fois. Tout à fait. On espère. Mais après, on a parlé de Amara Diouf qui est blessé. Après, on se demande... C'est vrai que son apport au sein de l'équipe est très conséquent, mais après, est-ce que ça ne serait pas un petit peu dommage quand même que l'on ne puisse que compter sur un seul homme pour espérer gagner quand même un match? Bon, c'est vrai que le fait de reposer tous ses espoirs sur un seul joueur, ce n'est pas une bonne stratégie. La preuve, quand il se blesse, vous vous retrouvez dans des difficultés. Mais dans une équipe, il faut un leader technique. C'est ça. Et c'est ce que Amara Diouf est. C'est un peu comme avec la sélection A, Sadio Mané. C'est-à-dire que quand on est dans des situations difficiles, il faut un joueur qui joue le rôle de chef d'orchestre ou joker, j'ai envie de dire, qui puisse décanter la situation, prendre le jeu à son compte, sur lui-même, avec ses qualités intrinsèques et faire la différence. C'est ça qu'on recherche dans une équipe. Le collectif, c'est magnifique, mais il faut aussi des individualités fortes. Et c'est ce que Sadio Mané a, et c'est ce que ce jeune Amara Diouf a également. Et c'est ce qu'il était dans cette équipe des U17. C'est-à-dire, quand c'est compliqué, il décante la situation. Donc, c'est ce qui nous a manqué aussi face à cette équipe de France. C'est vrai que Idrissa Gueye, il est bien aussi. Il a joué hier. Il y avait d'autres, Diandi, qui est Dorival. Exact. Ils sont bien également. Mais véritablement, le métronome, Amara, c'est-à-dire, il faut voir comment Sadio Mané joue et ensuite pouvoir comparer et se dire, ah oui, quand on dit un chef d'orchestre, un métronome ou véritablement le capitaine, il doit avoir quelque chose de particulier. Je ne sais pas comment le décrire. C'est dans le jeu qu'on le voit et tout le monde ne l'a pas dans l'équipe. Donc, quand on a quelqu'un comme ça, quand il manque, il manque. Sadio nous a manqué au mondial. Ça s'est senti au mondial. C'est vrai, on n'avait pas de leader technique. C'est ça. Ça aussi, c'est un des problèmes au niveau de l'équipe nationale. C'est comme au niveau de l'Argentine, avec un Messi dépendant. Souvent, quand Messi manque à l'appel, ça pose problème. C'est-à-dire le système change complètement. Au niveau de l'Argentine. C'est ça aussi, hein, une équipe, c'est aussi... Même l'état d'esprit change. Ça change, oui, tout à fait. Tu sais que le champion est là, le meneur est là, tu es tranquille. C'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut envoyer les ballons devant. Envoyez juste les ballons devant. Il trouvera une solution pour régler le problème. C'est ça, il va régler le problème. Il booste les équipes. Exactement. Ils amènent le peps et l'énergie qu'il faut. Exactement. Et coach aussi, peut-être un dernier commentaire. On a vu que le gardien Serigne Diouf a fortement été critiqué sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il ne fallait pas peut-être faire preuve d'un peu plus d'indulgence quand même? Je crois que c'est plutôt, il faut l'encourager. Hein. C'est vrai que ce sont des jeunes joueurs qui n'ont pas encore cette expérience des grands. Ça reste encore une fois, même si certains joueurs peut-être sortent carrément du lot. Puisque c'est des gens qui... enfin, c'est des joueurs vraiment très expérimentés. Je ne peux pas dire... C'est-à-dire ils ont un plus par rapport à la catégorie, le reste de l'équipe. Je crois que ça aussi... Ça, c'est des véritables leaders. Donc, c'est tout à fait ça. Dommage que nous avons un gardien... Je ne peux pas
c'est vrai qu'il reste beaucoup à faire, ce gardien-là. C'est vrai qu'on va le laisser grandir et puis voir, hein, parce que l'expérience n'est pas là. Il fait ce qu'on appelle des péchés de jeunesse au moment où personne ne s'y attend. Et ça, c'est souvent fatal pour notre équipe. C'est vrai. On les encourage. Mais il faut quand même l'encourager. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Il faut l'encourager. Voilà. Il a la taille, il a la volonté, il a l'envie, il faut l'accompagner. Il est jeune. Donc, jeune, comme le coach l'a dit, péché de jeunesse. Donc, l'excès de confiance. On a joué 4 matchs. Il n'a pris que 2 buts. Quand même. Donc, il faut être assez indulgent avec lui. C'est vrai que, comme on a Edouard Mendy, et de l'autre côté, d'autres gardiens, vraiment, Papsi et autres, qui sont très bons. Tout de suite, on compare. Mais je crois qu'il a de l'avenir, ce jeune-là. C'est ça. Il a de l'avenir, il faut le soutenir, il faut l'accompagner. Hier, il était très confiant. J'ai été très triste pour lui de voir qu'il n'a pas réussi à arrêter un sortir. Au tir au but, il était confiant. Oui, mais après, à la fin, on a vraiment senti... Malheureusement, il était lui aussi un peu fébrile. Alors, Edouard Mendy, je pense que... On en parle, c'est important. C'est vrai que c'est quelqu'un qui revient. Edouard Mendy, je veux dire... Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle, véritablement. Ça revient parce qu'Edouard Mendy, c'est vrai qu'il a été critiqué. C'est des moments, souvent en football, il y a des hauts et des bas. Souvent, c'est des méformes qui vous arrivent. Là, vous n'y comprenez plus rien. Mais c'est aussi ça, il faut travailler et puis ça revient. Parce que souvent, vous manquez complètement la confiance. Vous n'avez plus, en tout cas, la tête sur les épaules. Exactement. Et surtout, vous avez peur de perdre votre place dans l'équipe. C'est des choses qui arrivent. C'est le mental aussi. C'est question de mental. Quand on est déstabilisé. Mais en tout cas, face à l'équipe du Togo, là, il nous a ramené de très loin. Hein, parce que c'est un match qu'on a failli perdre. On a failli perdre. Mais là aussi, ce n'est pas sous-estimer les Togolais parce que là, c'est une très bonne équipe. Une équipe qui joue bien et qui garde bien le ballon. Mais là, c'est des joueurs aussi. La totalité des joueurs, la quasi-totalité joue à l'extérieur. Hein. C'est des joueurs qui évoluent dans des championnats européens, notamment en Allemagne. Il y a beaucoup de joueurs qui... En Belgique aussi, avec Slaka, Fessou... Oui, Plaka, c'est vrai, lui aussi, il joue en Belgique. Je crois que c'est... Bon, j'ai oublié le club, c'est pas grave. Oui. Alors, coach, ça va justement nous servir de transition pour passer à votre chronique gymnastique. Et oui, on reste toujours dans le sport. On parle de quoi aujourd'hui? Alors, on va parler du sport, de la pratique du sport au sein des forces armées, d'éducation physique sportive en général. Vous savez, le sport dans les armées, en tout cas, c'est organisé vraiment sur une très grande échelle. Donc, une organisation parfaite. Et je pense que ça fait partie, en tout cas, eh bien, de l'instruction, comme l'instruction militaire, c'est donc quelque chose de permanent. On ne peut pas se passer du sport au sein des forces armées. Et justement, on remarque que ce sport dont on parle est très souvent pratiqué au sein de l'armée et partout d'ailleurs. Comment expliquer cela? Oui, puisque simplement, on a l'habitude de dire que la guerre se prépare en temps de paix. Et donc, il appartient aux militaires d'être au diapason, en tout cas, de ce qu'ils vont attendre sur le terrain, puisque sur un champ de bataille, vous êtes appelé à combattre. C'est donc une condition physique optimale, puisque le militaire qui n'a pas une condition physique optimale sur un champ de bataille, il perd, je peux dire, 50% de ses chances de survie, puisque simplement, vous avez à faire ce qu'on appelle des gestes élémentaires du combattant sur le terrain. Vous avez à sauter, à plonger, même s'il le faut, à ramper. Et donc, ce sont des obstacles, véritablement, il faut se préparer, se mettre au diapason, en tout cas, de ce qui se passe. Parce que, comme on dit, la guerre, c'est une sorte de sport dramatique, mais il faut y aller. La condition physique, si elle n'est pas là, moi je dis encore une fois, mieux vaut laisser les armes, parce qu'il faut y aller jusqu'au corps à corps. Oui, ce qu'on appelle l'ultime phase de combat, se permettre au niveau des armées de rester comme ça, les bras croisés. Il faut régulièrement faire du sport, puisque le contrôle, il est semestriel au sein des forces armées. Et oui, il y a un contrôle semestriel. Et pour tous les échelons de la hiérarchie militaire. Là, le contrôle se fait. Ça, vous avez un dossier
et votre condition physique. C'est pour calculer et voir où se situe votre capacité opérationnelle sur le plan physique. Et donc, voilà pourquoi le sport, il est organisé ici. C'est vraiment une très grande échelle. C'est tous les jours, coach Tandafra? Le sport se fait tous les jours. C'est vrai que, évidemment, compte tenu aussi d'autres activités, mais toujours est-il que le sport se fera régulièrement. Voilà pourquoi j'ai dit le contrôle. Le contrôle, c'est pour tous les échelons de la hiérarchie. Oui. Vous avez ce qu'on appelle le COVAPI, le contrôle obligatoire de la valeur physique individuelle. Ça se fait avec les tests, à part le COVAPI, vous avez les tests Cooper, vous avez les tests Astran armés et autres. Il y a en tout cas beaucoup de gammes, c'est une variété en tout cas de tests pour voir exactement, mesurer la capacité physique individuelle et aller jusqu'au VO2 max du militaire pour voir qu'est-ce qu'il vaut exactement. Parce qu'un militaire sans condition physique, mais là, j'ai dit, c'est pas... Ça, ce n'est plus l'armée. Et donc, on n'a absolument pas le droit de se laisser pousser en ventre, c'est clair. J'allais dire que... Mais coach, quand on est dans la haute hiérarchie, je veux vraiment... Je dis en faisant comme ça, en me cachant un peu, quand on commence à monter dans la haute hiérarchie, comme dit Adama, parfois, souvent, on se laisse un peu aller. Des patrons qui ne se laissent pas aller. Oui, c'est ça. Bon, c'est vrai que... Quand on monte en grade, oui, mais pas tout, parce qu'on a, par exemple, regardez par exemple le SEMGA actuel, le général Mbaye Cissé, que ce soit le général Moussa Fall, mais ça, c'est des sportifs accomplis. Quand vous les voyez marcher, c'est vraiment à la fière allure. Et donc là, on sent que véritablement, c'est des gens qui s'entraînent, c'est des gens qui se maintiennent bien. Évidemment, il peut y avoir peut-être des cas isolés, des gens qui ont un peu le bidon, et surtout quand vous allez en congé, vous arrêtez tout. Souvent, c'est vrai, ça pose souvent problème. Mais bon, je peux dire qu'on les voit de moins en moins au sein des forces armées sénégalaises. Est-ce que c'est pas la bureaucratie finalement qui fait ça? On est dans le bureau climatisé, si on est plus sur le terrain, on est plus opérationnel. Même si on est dans le bureau, on est obligé de faire du sport. Ça, c'est très clair. J'ai dit tout à l'heure, le COVAPI, c'est le contrôle obligatoire de la valeur physique individuelle. Alors ça, c'est pour tous les échelons de la hiérarchie. C'est ça, le haut commandement aussi. Tous les échelons de la hiérarchie. Parce que ça, c'est aussi l'armée, ça fait partie du travail. Je disais que ça fait partie intégrante de l'instruction militaire. Ça, c'est au quotidien. C'est-à-dire le sport fait partie de la vie quotidienne du militaire. Et c'est comme ça. Et même au-delà de l'armée, on parlait tout de suite des gros ventres. Malheureusement, au Sénégal, avoir un gros ventre, c'est signe de prospérité. Oui, on mange son argent, comme on le dit. C'est pas seulement au Sénégal, n'est-ce pas, DG? Quelque part, c'est cela, c'est dans la mentalité du Sénégalais de façon générale. Maintenant, on sait que le coach a parfaitement raison. Le sport, c'est un facteur social extrêmement important, de santé, de maîtrise de soi-même. Parce que quand on est sportif, quand on a des qualités dans ce truc, on se maîtrise mieux que quand on se laisse aller. Je pense que l'armée en a besoin fortement d'ailleurs. Ah oui, on a besoin de ça. Puisque le militaire, comme vous le savez, il cherche à avoir des qualités innées pour évoluer dans un dispositif opérationnel et pour avoir une condition physique indispensable au combat. Alors je disais tout à l'heure que sur le champ de bataille, l'homme a deux ennemis. D'abord le combattant. Le combattant, puisque c'est quelqu'un qu'il faut chercher à détruire, qu'il faut chercher à combattre. Et cet homme-là, c'est le combattant le plus dangereux, le plus redoutable, puisque c'est le manipulateur de tous les engins sur un champ de bataille. Donc il faut chercher coûte que coûte à détruire ce combattant-là. L'autre ennemi, c'est le terrain, puisque sur le terrain, vous avez ce qu'on appelle les accessoires du terrain. Donc, c'est des accidents, les accessoires du terrain. Vous avez, par exemple, à faire un coup de main ou bien une embuscade. Alors, on vous dit de faire une reconnaissance d'un point suspect. Vous êtes ici à la Médina, il y a un point suspect à Pikine, donc il faut y aller. Et puis, le repli,
Si vous n'avez pas la condition physique, ça pose problème. Et c'est comme ça. Vous devez traverser une pente escarpée, vous avez des collines, vous avez des haies de fil de fer, vous avez des chemins rocailleux, et autres. C'est pas facile. Vous avez ce qu'on appelle les abattis vifs, les abattis ordinaires. Alors tout ça, c'est des obstacles qu'il faut traverser. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Une condition physique au moins optimale. Absolument. Sinon, ça pose problème. Oui. Absolument. Bon, je ne sais pas. Oui. Excusez-moi. Coach a raison, surtout concernant le fait que le sport, c'est un outil de connaissance de soi. Parce que pratiquer un sport, ça permet de connaître ses points forts et ses points faibles. Exactement. Et notamment travailler sur ses points faibles. C'est ça. Ça agit sur le moral, mais en même temps aussi, c'est un outil extraordinaire qui donne la bonne santé à la personne. Absolument. Et bien entendu, vous faites du sport. Oui. Vous faites quel genre et de en plus, sport? j'ai même fait la formation militaire. Ah oui? Ah oui, en plus. Ça s'appelle FIC, formation initiale du combattant. Ah oui, On l'a fait à l'École nationale d'administration du Sénégal. La FIC. Oui. Nous étions partis à l'ENSOA. Oui. Je salue mes capitaines au passage et lieutenant Manga aussi. Absolument. Oui, on l'a fait pendant 1 mois, mais c'était une expérience extraordinaire. Oui, on imagine. Extraordinaire. Moi, je dis toujours à mes promotionnaires que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Ah oui. Et pourtant, avant de partir, on avait des appréhensions. On se dit, Oui. ouf, Ça doit être difficile. on va ça aller... va être Et c'était ma question justement au coach Tandara avant que, évidemment, Mariam Bodj n'aborde ce sujet-là. Heureusement qu'on l'a sur le plateau, C'est donc ça. elle peut témoigner. Oui. Coach, les femmes dans nos armées, justement, est-ce que ce sont ces épreuves physiques qui les éliminent? Oui. Parce que dans les corps d'élite, notamment, aux États-Unis, par exemple, dans les Marines, il y a énormément de femmes également. Mais ici, Bien sûr, bien il sûr. y en a un peu moins. Est-ce que ce sont ces épreuves physiques, la condition physique qui constitue un obstacle pour ces jeunes femmes? Oui, et le plus souvent, parce qu'on a l'habitude de dire qu'au Sénégal, nos femmes sont trop féminines, et comme on a l'habitude de dire, c'est vrai que les femmes sportives, évidemment, moi j'ai dit, j'ai toujours aimé les femmes sportives, puisque d'abord, c'est pas la beauté ou peut-être que c'est autre chose, c'est surtout la bonne santé. Et donc, vraiment, une vie assez réclos, qui ne pose pas de problème. Effectivement, souvent sur le plan physique, puisque lorsque vous voulez vous faire recruter au sein des armées en tant que féminine, mais il faut se préparer. Il faut vraiment se préparer, avoir une condition physique, ne serait-ce minimale. Mais le plus souvent, vous avez des femmes qui nous viennent d'un peu partout, et surtout la population urbaine. Et quand elles viennent, bon, voilà, ça pose problème. On vous demande, par exemple, de faire... si vous n'êtes pas capable de faire 20 pompes, alors là, vous ne pouvez pas... Même pas insérer décidément, C'est certains cas, ça pose difficile, problème. c'est ça? Oui, c'est vrai. Mais sur ce point-là, c'est important. Parce que ce qui est extraordinaire avec l'armée, surtout, c'est que les militaires, ils vous éduquent avec le sport. C'est-à-dire qu'au début, quand on arrive, on se dit « Waouh, 5 pompes, on ne peut pas le faire. » Mais on vous entraîne de telle sorte qu'après quelques jours de formation, c'est vous-même qui faites plus de 20 pompes. C'est la persévérance. Voilà. Après, vous vous surprenez même. Vous découvrez en vous des choses extraordinaires que vous ne connaissiez pas. Et des forces aussi inouïes. C'est extraordinaire. Et on vous apprend à souffrir en silence. Vous êtes malade et vous faites du sport et vous continuez quand même. On vous apprend la persévérance, la discipline, le respect. Le civisme. Le civisme, c'est extraordinaire. Oui. Sincèrement. C'est même, une très belle expérience. Moi, avec l'armée, j'ai aimé le sport. Et je ne peux plus On va m'en passer, tester sincèrement. Qui ça? Toi et moi. Non, coach, nous, on est éliminés. Adama et moi. Adama, contentons-nous d'en parler sur le plateau. Je crois que c'est mieux. Mais Adama, tout à l'heure, quand tu parlais de gros ventre, tu as interpellé le DG particulièrement. Mais oui, il a souri. Tu veux dire que c'est tous les DG, généralement, qui se laissent pousser des bidons? D'habitude. C'est pas pour vous jeter des pierres. hein. C'est pas pour vous jeter des pierres. sportif. Oui. Heureusement. Donc, C'est pas l'écharpe qui cache, non? non, il n'y a rien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Daouda, ouais, d'accord. N'est-ce Donc, pas, le coach? sport... C'est bien, déjà. Comparé au DG de la RTS, c'est vrai que là aussi, c'est... Ah oui. Et la on sent que morphologie c'est aussi, quelqu'un qui a une démarche normale. On sent que véritablement,
ça sent le bon vivre, quoi. Non, c'est physiquement. Il y a les en tout uns cas, et il y ça a va. les autres. Oui. Alors, Donc, c'est pas tous. C'est vrai que le non, pas DG, tous, il pas est. tous les DG. Je sais que le DG de la FEDAC, lui, régulièrement, Il fait du bon là sport. c'est vrai, ils ont une salle en plein air, et régulièrement ça fait du sport. Le DG du port également, régulièrement. Alors notre DG ici, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai Il n'a pas de vu bidon non plus. quelque chose de superflu. Hein. Vraiment, je n'ai pas vu quelque chose de superflu. On peut considérer que ça va, c'est correct. Donc, c'est un bon fait des exemple. Alors, coach, on poursuit. Vous allez maintenant nous dire comment est-ce que cette activité physique est justement organisée au sein de l'armée. Oui, c'est organisé sur une grande échelle. Alors, je disais tout à l'heure que le contrôle qui se fait d'abord semestriellement, et puis tout dépend aussi des corps. Hein. Vous savez, c'est des corps ou c'est des zones. On dit par exemple, vous avez 3 séances grandeur nature par semaine. Alors ces séances-là, c'est à partir de quoi vous faites ce qu'on appelle les sports dits classiques et les sports militaires. Vous savez, les sports classiques, par exemple, le football, le basket, ça, c'est des championnats réguliers au sein des forces armées, le championnat des sports collectifs, mais vous avez aussi des championnats des sports individuels. Les sports de type militaire, par exemple, le pentathlon militaire, à ne pas confondre avec le pentathlon moderne. Donc, le pentathlon militaire, avec ses 5 épreuves, vous avez à faire la natation, le parcours d'obstacles, le cross-country, et vous avez aussi à faire le tir, évidemment le tir sportif, le lancer de grenades, mais là c'est aussi des grenades inertes, hein, c'est des grenades qui ne fonctionnent aucun pas. impact. Donc Oui. c'est la précision, il faut la précision et puis la puissance. Tout ça, ça fait partie justement de ce sport. Et vous avez aussi le cross-country, ça aussi c'est vrai que c'est un sport civil, mais au niveau des forces armées, c'est considéré aussi comme un sport militaire, le cross-country. C'est ça. J'ai une question à Adama, si tu permets. Coach, en ce qui concerne les techniques de self-défense, est-ce que tout le monde ne devrait pas finalement les apprendre? C'est ce que j'allais dire notamment d'ailleurs. les Oui. femmes. Oui. Et la deuxième question, c'est qu'aujourd'hui, avec les statistiques de l'ANSD, on a plus de la moitié de la population qui est jeune. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer à réfléchir au service civique obligatoire, bon, je n'ai pas envie de dire militaire obligatoire, mais dans certains pays ça existe. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer à réfléchir à ça? Ah oui, bien sûr. C'est vrai que ce serait une excellente chose que ces femmes qui fassent le body combat, le body attack, mais surtout le self-défense, c'est-à-dire on en a besoin. On en a besoin même pour se faire plaisir, pour se sublimer. C'est une excellente chose. Et en plus, vous avez aussi une bonne santé. C'est la santé physique, c'est la santé mentale. Quoique ça aussi, c'est une excellente chose. Hein. Sarah, ça c'est vraiment une bonne question. Hein. Oui, C'est ça. le service civique. Et se défendre surtout contre les attaques extérieures, Exact. les agresseurs. Ah oui, puisqu'il y a des femmes, les agresseurs ne les attaquent pas. Hein. Ça, c'est clair. Ils le voient, Parce ils le que sentent tout de suite. que Essayer celle-là, elle a- d'attaquer Monica Sagna. Non, ils s'en approchent pas. Monica Sagna, on n'approche pas. Hein. Bon, là, c'est vrai que, bon, je dis encore une fois, en tout cas, ce serait une excellente chose de faire. Je ne vais pas rentrer dans les commentaires en profondeur. Sinon, Sensei Yatma va me tirer un peu les oreilles. Oui. Ne vous inquiétez pas, on a compris. Merci beaucoup, coach Tandara. Encore une fois, c'était très intéressant. Mais vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. À cette heure passée de 11 minutes, nous allons tout de suite passer à la première partie avec notre invité. Et nous recevons d'abord Amady Dieng, directeur général de l'Agence de construction des édifices et bâtiments publics. Il est en même temps le coordonnateur de la rampe, Sarah. Oui, tout à fait. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de la matinale Quinqueliba. Je disais que c'est un ami parce qu'il vient souvent nous voir. Il y a un téléspectateur qui appelle ceux qui aiment bien cette émission. Ils viennent souvent nous voir des Quinquelibiens. Donc on est heureux de vous avoir avec nous ce matin. C'est une journée marathon
pour vous, qui a déjà démarré, j'imagine, depuis bien longtemps. Je vous repose la question. Est-ce que tout est fait prêt pour la cérémonie qui démarre tout à l'heure, dans quelques heures exactement? C'est ça, 2 heures. Merci Sarah. Bon, je salue toute l'équipe. Je pense que c'est toujours un plaisir de suivre et encore un très grand plaisir de venir sur votre plateau. Oui, la journée internationale de la veuve et de l'orphelin, qui est une institution des Nations Unies depuis 2011, sous l'impulsion de l'ex-femme de Omar Bongo, qui a plaidé pour un peu qu'on regarde du côté des veuves et des orphelins. Et le problème que nous avons au Sénégal, c'est que cette journée n'est pas encore dans le calendrier républicain. C'est ça. Et nous, Dieu a fait qu'on a rencontré ces veuves en 2016. On nous a informé de cette journée. On a tenté et ça a marché avec l'aide du président de la République. Alors donc, nous fêtons, je pense, depuis 2016 jusqu'à présent, je ne sais pas combien d'années, mais cette année, nous voulons en faire véritablement une très grande journée. Et le thème, ce sera toujours cette bataille que nous menons pour que cette journée rentre dans le calendrier républicain. Pour que l'État prend en charge cette journée désormais à partir des ministères de la femme, de l'enfance, de la famille, que les structures de solidarité prennent en charge ces populations vulnérables, particulièrement les enfants. Et ce qui est extraordinaire dans cette population, c'est que souvent, ce que nous avons constaté dans nos répertoires, c'est que les morts brusques, à partir des accidents, créent des dislocations des familles, créent des situations à la limite ingérables. Au-delà des dossiers de comment survivre, mais aussi il y a des dossiers à la justice. Parce que souvent dans les familles, surtout les familles, nous en Afrique, les familles polygames, énormément de difficultés. Donc c'est des familles qui subissent, qui deviennent en un temps XT des familles organisées, structurées. Immédiatement s'il y a un désordre, tout est disloqué. Et vous faites bien, parce que quand vous parlez justement de familles disloquées, c'est souvent la disparition du mari qui crée des difficultés aux femmes, aux veuves. Ce sont elles qui se retrouvent dans une précarité incroyable. C'est une précarité extraordinaire et elle se démène dans tous les sens pour la survie des enfants, pour leur scolarité, pour beaucoup de leur santé. Et je pense qu'il est bon qu'une discrimination positive puisse être envisagée pour cette catégorie de personnes, en particulier les enfants. Aujourd'hui, c'est notre bataille. Nous voulons que véritablement... D'ailleurs, le président de la République nous l'avait promis. Nous l'attendons et je pense qu'avant qu'il ne parte, il va le faire. Il va faire rentrer ce 23 juin, qui est une journée nationale dans le calendrier républicain, pour que chaque année, désormais, l'État en fasse une journée du Sénégal et de tous les Sénégalais, parce que nous sommes des croyants. Nous savons la porte. C'est que j'ai dit souvent, moi, en travaillant avec les veuves, j'ai rempli 2 choses. D'abord, j'ai rempli les missions de foi et ensuite, je rends service à des personnes qui en ont besoin. C'est ça notre combat et nous continuons à le faire. Et aussi, on appelle les populations sénégalaises, les mécènes, tous ceux qui peuvent aider. Parce que cette journée-là, c'est l'occasion de rassembler tout ce qu'on peut nous donner pour qu'une semaine après, rassembler tous les veuves et les orphelins, le peu qu'on a, nous le distribuons. Aujourd'hui, dans notre répertoire, et je dis que nous ne sommes pas qu'à Dakar, nous sommes qu'à Dakar pour le moment, on n'est pas très loin, nous ne sommes pas dans toutes les régions. Nous sommes à plus de 7000 personnes dans nos répertoires. Donc, ce qui veut dire que c'est une très grande population. Et aujourd'hui, avec tous ceux qui soutiennent les veuves et les orphelins, nous attendons plus de 6000 personnes au Grand Théâtre aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que c'est devenu un événement national. Et nous voulons que, véritablement, que les responsables, que tous ceux qui pensent que cette population-là a besoin d'être soutenue, qu'ils participent d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, je vais en profiter pour remercier votre directeur général. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est un promotionnaire, c'est un ami. Nous avons vécu beaucoup de choses. Il n'a pas de gros ventre parce que physiquement, il est ce qu'il est, mais ce n'est pas un grand sportif. Vous voulez dire que la nature l'a gâté, c'est ça? Voilà, c'est ça. En tout cas, M. Racine, c'est un frère à moi. On a partagé des lits ensemble, on a partagé beaucoup de choses ensemble. Je le remercie et j'apprécie beaucoup son coaching au niveau de la RTS. Il sait de quoi je parle, parce que quand nous avons milité, la ligne de masse pour nous est extrêmement importante. Le respect des partenaires, c'est-à-dire cette collaboration avec tout le monde, cette reconnaissance de la qualité des uns et des autres. Et c'est ça que je regarde quand je regarde la RTS. On a mis les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est extrêmement important. Donc véritablement, cette journée, nous la dédions à tout le monde. Parce que c'est une journée, c'est des situations
qui peut nous arriver à tous. Moi, j'ai vécu toute ma vie orphelin. Toute ma vie, je pense, parce que je n'ai pas vu mon papa. Je ne parle pas d'autres. Donc, c'est véritablement une mission dans laquelle nous sommes engagés pour véritablement venir en aide à une population, quelquefois, dans beaucoup de difficultés, surtout les femmes, les mamans. Oui, oui. Est-ce que c'est cette expérience personnelle que vous avez vécue qui sous-tend votre engagement aujourd'hui? Oui, vous savez, je ne peux pas ne pas le dire. Quelque part, moi, j'ai toujours versé dans le social et dans l'associatif, ma jeunesse. Et maintenant, je n'ai pas toujours travaillé dans le cadre de l'orphelinat. Mais quand j'ai créé ce cadre-là, la rampe, quand j'ai appelé tout le monde, et j'ai eu beaucoup de femmes veuves qui sont venues me voir. Et à un certain moment, quand on a constaté que c'était des veuves, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les veuves? Les femmes nous ont dit, mais nous avons une journée qui a été décrétée depuis 2011, mais on ne la connaît pas au Sénégal. On n'a jamais rien organisé en direction des veuves au Sénégal, dans ce sens-là, à l'occasion de cette journée. C'est comme ça que c'est parti. C'est en 2016, parce que la rampe est créée en 2015. En 2016, on est parti. On a commencé à le faire de façon très, très, très restreinte, mais le 2017, on était au Grand Théâtre. Donc c'est pour dire que c'est allé très vite, parce qu'elles étaient là, avec leurs enfants. C'est vrai, il y a les associations religieuses qui font quelque chose, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Et quel genre d'accompagnement est-ce que vous apportez à ces femmes-là? C'est des bourses d'études? Oui, c'est-à-dire que dans un premier temps, c'est pourquoi notre bataille est une bataille qui veut que l'institutionnel reprenne les choses en main. Parce que en ce qui concerne les bourses, en ce qui concerne la prise en charge, que ce soit dans les bourses familiales, que ce soit dans les CEMU, que ce soit dans autre chose, les financements qu'on donne aux femmes qui sont dans la public organisés en association de veuves, qui peuvent être financées, et la plupart de ces femmes-là se débrouillent très bien, parce qu'elles sont obligées. Elles ont une charge qu'elles ne peuvent pas transférer à quelqu'un. Elles sont obligées. Donc, quand on les soutient en termes de financement, elles réussissent. Elles réussissent. Parce qu'au début, nous, on achetait des produits alimentaires pour redistribuer. Mais finalement, ils nous ont dit, mais nous, donnez-nous l'argent. Nous avons des associations. Nous pouvons redistribuer cet argent parmi nous, créer de la richesse. Et c'est ce qu'on a fait, et ça marche très bien. Ça marche très bien. Alors, tout dernièrement, on avait promis un financement en nous disant de nous limiter à Dakar. Mais on a mobilisé 2000 femmes pour chercher un financement. Jusqu'à présent, nous attendons, parce qu'il n'y a que 250 qui ont obtenu un petit financement. Nous pensons qu'il faut le faire, parce que ces femmes-là, elles peuvent révolutionner beaucoup de choses dans nos villages et dans nos foyers, parce qu'elles sont disponibles, parce qu'elles en veulent. Parce que c'est le survie de leurs enfants, c'est même leur avenir qu'elles gèrent à partir de ces situations-là. Et à côté de ces femmes veuves-là que vous aidez, il y a les orphelins également, ceux qui ont perdu leur père et leur mère. Comment est-ce que vous les prenez? Quand on parle de veuves, on parle d'orphelins. Alors, les orphelins, nous les prenons en rapport avec leur maman. Pour nous, parce que les orphelins qui sont le problème, c'est l'école surtout. Parce qu'à partir de 18 ans, on n'est plus orphelin. On sort d'orphelin. Tu n'es plus orphelin. Parce que tu es devenu majeur. Alors, donc, à partir de ce moment, ce qu'il faudra faire pour les accompagner, c'est de les aider à les insérer, à les accompagner dans leur formation, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce qui est difficile pour les mamans, c'est quand l'enfant encore est petit. Ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose énormément de problèmes. Et tu suis les enfants, il faut les faire manger, il faut les soigner. Il y a beaucoup de choses. Ils doivent aller à l'école. Ils doivent aller à l'école. Et quand il n'y a pas de revenus, ça pose problème. Et si la plupart de nos mamans ne travaillent pas. C'est les petits commerces, et les petits commerces avec un niveau véritablement faible. Et donc, elles ont besoin d'être accompagnées. Et quand on accompagne les mamans, vous le savez mieux que maman, la maman, elle n'a de vie que pour son enfant. Absolument. Et parfois, il n'y aurait pas des enfants. Je ne sais pas, j'ai aperçu quelques images tout à l'heure. J'ai eu l'impression que ce sont des enfants qui sont placés dans des pouponnières, ou c'est pas le cas? Non, justement, vous savez, nous au Sénégal, par notre religion, souvent on n'amène pas des orphelins aux orphelinats. C'est un peu les catholiques qui le font. Mais nous, dans une famille, quand il y a quelqu'un qui tombe, s'il y a un grand frère ou un petit frère qui cherche à reprendre la femme, les enfants viennent en surplus avec les enfants qu'il avait. Alors, mais s'il avait des difficultés pour prendre ses propres enfants, si d'autres viennent s'ajouter, ça veut dire le pouvoir d'achat est divisé par 2 ou pas par 3. Donc c'est difficile, c'est très difficile. Alors ce qui fait que nos enfants ne vont pas dans ces lieux-là. Au contraire, c'est la famille qui les gère.
Et ça pose problème. Ça pose problème. Donc si l'État pouvait intervenir pour soutenir justement ces familles-là, au-delà de ce que nous, musulmans croyants, faisons pour eux, mais il faut que l'État s'engage. Et pour nous, c'est extrêmement important. Ce que DG est en train de dire concerne le confiage d'enfants. C'est vrai que ça existe dans pratiquement tous les pays en Afrique. Chez nous également, lorsque l'un des parents décède, on confie les enfants à un autre parent, au frère, à la sœur. Mais à Mbour, il y a aussi une pouponnière où de plus en plus, et c'est pas la seule, il y en a d'autres où de plus en plus de parents, lorsqu'ils sont dans des difficultés extrêmes, finalement, décident de confier ces enfants-là à ces structures aussi. Donc les choses sont peut-être en train de changer. Est-ce que c'est la meilleure façon ou pas? Le plus important, vous l'avez dit, c'est que ces enfants puissent être dans d'excellentes conditions. Et pour ça, chacun doit pouvoir faire quelque chose. Et c'est ce que vous faites au niveau de la rampe aujourd'hui. Vous l'avez dit tout à l'heure, vos ambitions, c'est aussi dans les régions, parce que tout ne peut pas se limiter qu'à Dakar, mais il y a les moyens qui manquent. Est-ce que il faut aller au-delà, parce que ces cas-là, nous les retrouvons à travers le pays. C'est ça. Vous avez des antennes au niveau régional, la rampe? Nous tentons de le faire, mais c'est pas évident. C'est pas évident, c'est encore au début, nous sommes au début. C'est particulièrement au Dakar et à l'environnement, parce que la demande est plus forte ici. Parce que les besoins, bien sûr, sont plus pressants dans ce truc. Ensuite, la solidarité, elle est plus vivante de l'autre côté qu'au niveau des grandes villes. Ce qui fait que les difficultés sont plus... Les mamans se démènent comme de beaux diables. Oui. Tous les jours, partout, on les rencontre. On ne peut pas les reconnaître. Mais quand tu entretiens une discussion avec eux, tu le vis et tu le sens. Alors, donc, nous avons eu cette opportunité de pouvoir les rencontrer. Et le départ n'était pas évident, mais elles sont venues en masse d'un coup. Parce que de bouche à oreille, les gens ont compris qu'il y a des perspectives des perspectives qui peuvent apporter quelques solutions à leur situation. Les gens sont venus en masse. Et aujourd'hui, nous pensons, comme je l'ai dit, il faut que l'État reprenne en charge. Ça devienne une journée dans le calendrier républicain, dédiée aux veuves et aux orphelins. C'est ça des moments pour qu'on discute sur la question, pour qu'on aille en profondeur avec des spécialistes, pour qu'on voit véritablement qu'est-ce qu'on peut faire pour cette population. Et je suis tout à fait en phase avec vous, parce que si derrière toutes ces veuves se retrouvent dans des situations délicates, c'est aussi parce que quelque part, comme vous l'avez dit, on ne prévient pas. Donc les pères de famille, généralement, dans nos familles africaines, dans nos familles sénégalaises, devraient prendre des dispositions pour qu'en cas d'accident ou de disparition brusque, que les femmes et les enfants ne se retrouvent pas dans la précarité. Et nous, on n'a pas l'habitude de faire ça. On ne laisse pas de testament, il n'y a pas d'assurance vie, parce que quand on prend une assurance vie, on a l'impression que ça veut dire que demain, on va mourir. Donc, dans la conscience collective, c'est des choses qu'on ne fait pas, ce qui fait que finalement, on ne prend pas d'assurance scolarité pour les enfants. C'est-à-dire qu'on vit au jour le jour, et quand le malheur arrive, eh bien, les femmes sont parfois chassées, renvoyées par la famille du monsieur. Parfois, on les accuse de sorcellerie. C'est elle qui a tué son mari. Il faut mettre les enfants dehors. C'est ça. Et ça, c'est des choses qui doivent changer. Ce qui est extraordinaire, Sarah, moi, à chaque fois qu'il y a un accident, c'est devenu un réflexe chez moi. Je ne pense qu'à l'avenir des enfants. C'est-à-dire qu'aux veuves et aux orphelins. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un accident qui a mort, il y a un groupe qui devient vulnérable. C'est évident. Et souvent, les dispositions ne sont pas prises dans ce sens-là. Tu n'entends jamais les gens en parler. Bon, c'est lié peut-être à notre culture, à notre truc, mais c'est important quand même sur le plan de la psychologie. C'est-à-dire que les spécialistes de la psychologie, dans des cas pareils, que cette dimension-là puisse être prise en charge. Est-ce que la loi aussi ne pourrait pas faire quelque chose pour protéger davantage ces femmes-là, qu'on chasse parfois du domicile familial, conjugal? Bien sûr, il y a énormément de difficultés. C'est quoi je disais qu'il y a des dossiers, plein de dossiers de justice au tribunal, parce que à la suite, c'est des conflits. Ça. Oui, mais après, vu la manière dont la société sénégalaise est organisée, ce sera un petit peu compliqué, parce que c'est devenu culturel. Quand le mari décède, automatiquement, la femme sait même qu'elle peut être chassée d'un jour à l'autre. Il n'y a aucune assurance pour cette femme-là. Et justement, Mariam, vous qui êtes membre d'une association qui milite pour le social, la solidarité et tout ça, vous êtes bien entendu sensible à ce genre de questions. Oui, bien sûr.
Excusez-moi. Moi, je suis assistante en communication de AG3D, Association des jeunes d'Ego Andi Dimbale. Elle est née le 11 septembre 2015 à Dakar. Et c'est un groupe de jeunes qu'il a créé pour venir en aide aux populations situées dans les zones défavorisées du Sénégal. Oui. Oui. On lutte contre la malnutrition infantile. Aussi, on fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin parce qu'on s'est rendu compte que dans le monde rural, il y a beaucoup de richesses qu'on peut mettre en valeur. Et on peut former les femmes pour qu'elles-mêmes, elles aient une autonomie financière. Exactement. Et qu'elles puissent aussi mettre en valeur ces produits locaux-là. Oui. Donc, on est dans la formation. On est aussi, on fait la promotion de l'accès à l'eau potable parce qu'on construit des puits dans les villages. On construit aussi des daras, des écoles. On leur construit des toilettes parce que la santé de l'enfant, elle est primordiale. C'est ça. On organise des journées de consultation gratuites pour les femmes aussi, qui sont dans les milieux défavorisés. Donc, il y a beaucoup d'actions sociales que l'on fait dans les zones rurales et même à l'intérieur de Dakar aussi et dans les régions. Oui. On travaille avec certaines pouponnières et des orphelinats. On fait des journées de dons un peu partout. Oui. Voilà. Et tout ça, on le fait sur fonds propres. Parce que, oui, c'est un groupe de jeunes qui est très engagé. C'est des jeunes qui sont très engagés et qui veulent vraiment apporter leur pierre à l'édifice de la promotion, de la solidarité et de l'entraide. C'est ça. Parce que c'est très important. Moi, je dis qu'il y a un engagement communautaire que chacun, à chaque niveau, devrait prendre en compte. Absolument. Oui. Tout à fait. Et il y a un problème de mentalité aussi qu'il faudrait aussi changer. Oui, il y a un problème de mentalité parce que chaque parent, que tu sois père de famille ou bien mère de famille, tu devrais être responsable à ton niveau et penser justement à cette assurance-là dont Sarah a parlé tout à l'heure. Oui. Voilà. Et penser, c'est pas parce qu'on souhaite le pire pour soi. Oui. Non, mais c'est juste prévision. Nous devrions rentrer dans le sillage de la prévision. Ce serait très bien pour tout le monde. C'est vrai que les parents, parfois, nous commettons... On n'est pas parfait, hein, des erreurs que nos enfants payent derrière. Parfois même, ça démarre par... le mariage, qui n'est pas reconnu. Et donc, en cas de disparition de l'époux, comment faire pour prouver que vous étiez véritablement sa femme? Que dit la loi? Que dit la religion? Que dit la tradition? Donc, on se retrouve dans un imbroglio tellement compliqué que finalement, certains dossiers atterrissent devant le juge sans véritablement avoir les bons papiers qu'il faut. Il faut aller chercher des témoins pour prouver qu'effectivement, on s'est marié à telle date. Donc, c'est des situations assez compliquées sur lesquelles il faut réfléchir et trouver des solutions. C'est un tout. Et donc, si on institutionnalise cette journée, ça permettra de réfléchir à des solutions pour aider ces veuves et ces orphelins. Surtout, je pense qu'il y a deux dimensions dans la question. Ce que individuellement les gens peuvent faire, ce que les associations caritatives peuvent faire, ça c'est un aspect. Mais l'État doit s'engager. Vous savez, il y a des choses, si on les néglige, souvent, j'ai discuté avec quelqu'un, il me dit, la plupart des jeunes qu'on rencontre dans la rue, quand tu fais tes enquêtes, la plupart sont victimes, ou bien proviennent de ces familles-là. Parce qu'ils ont eu un passage non régulier. Et finalement, la maman n'a pas pu faire ce qu'elle devait faire. Elle n'a pas pu trouver la voie pour son fils. Et finalement, l'enfant est dans la rue. Donc, en prenant en charge cette population vulnérable, moi, quand je dis la veuve, je pense tout de suite à l'enfant. Parce que c'est lui l'avenir. C'est lui qui pourrait éventuellement, s'il est bien encadré, bien pris en charge, qui va reprendre sa maman et la mettre dans d'autres conditions. Absolument. Mais si tout ça est négligé, la maman va se démener comme un beau diable. Elle ne peut pas trouver toutes les solutions. Et l'enfant risque... je veux bien qu'on fasse des enquêtes sur tous ces enfants-là qui prennent la mère. Finalement, socialement, d'où ils viennent? Quelles sont les difficultés, quels sont les problèmes qui se sont posés? Quel est le vrai problème? C'est vrai, c'est ce qu'ils disent. Quel est le vrai problème? Je ne peux pas supporter de voir ma mère dans cette condition. Oui, parce que la maman a souffert d'abord pour les porter jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Et ils ne peuvent rien faire pour leur maman. Ils n'ont aucune solution. Donc, ils vont à l'aventure. Et tout ça, c'est des portées. On doit étudier les intellectuels doivent porter une réflexion autour de ces questions pour voir quelles sont les solutions qu'il faut apporter à notre société. Oui, sur ce point, excusez-moi, c'est très important là, sur ce point-là, mais je pense que du point de vue encadrement,
l'État a toujours fait un travail consécutif sur ce point-là, oui. Parce que, au fait, il y a un problème de mentalité, je l'ai dit tout à l'heure. Parce que déjà, dès que le foyer se crée, dès qu'il y a un mariage entre deux, il faut que les deux époux aient leur papier, qu'ils aient au moins la carte d'identité, qu'ils aient leur certificat de mariage. Ça, c'est important. Parce qu'après, ça va permettre, quand l'époux meurt, s'il était, par exemple, s'il travaillait quelque part, ça va permettre à la veuve, au moins, de percevoir une bourse. Donc ça, c'est important. Mais nous, on travaille dans ce sens-là avec notre association. C'est-à-dire qu'au niveau rural, on travaille surtout sur la communication pour le changement. C'est important. C'est-à-dire il faut sensibiliser les populations pour qu'elles sachent qu'elles doivent déclarer leur mariage, se déclarer elles-mêmes, avoir une identité, c'est important. Mais on rencontre dans certaines zones du Sénégal des adultes qui n'ont même pas de carte d'identité. Ça, c'est extraordinaire. Déclarer les enfants aussi. Exactement. Ça aussi, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Quand l'enfant naît, il faut le déclarer et tout ça. Donc, il y a un problème de changement de mentalité qu'il faudrait vraiment changer. Et ça, c'est un gros challenge. Oui, c'est un gros challenge. Nous, on travaille sur ça avec notre association AG3D. On sensibilise beaucoup les populations sur ça, parce que c'est important. Coach? En tout cas, de très belles initiatives. Et quand je m'adresse au DG, c'est vrai que l'initiative, elle est bonne. Elle est bonne dans la mesure où ça va atténuer un peu la souffrance des veuves. Évidemment, on ne peut pas tout régler, mais tout de même, ça va atténuer un tout petit peu. Moi, je vous envoie là où je connais mieux le service social des forces armées, par exemple. En tout cas, je sais que même si elles n'ont pas tout ce qu'elles veulent, avec le service social des forces armées, on a pu quand même régler certaines choses, puisque les veuves militaires, c'est vrai qu'elles sont avec nous, elles travaillent avec nous. Elles seront même présentes ce matin. Voilà. Donc, je sais qu'il y a aussi des difficultés. Voilà, vous m'avez bien vu venir. Mais en tout cas, au sein disons, au sein du service social des forces armées, moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses ont été faites. Hein. Ça, c'est vrai. Ça a atténué, en tout cas, la souffrance, surtout des veuves militaires. Donc, il faut s'inspirer de ça. Mais je sais que, bon, je ne peux pas dire qu'elles ont tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'occupe bien, en tout cas au sein des forces armées. Elles sont bien organisées. Voilà, très bien organisées. Voilà ce que je nous travaillons avec elles. Il a deux responsabilités même à la dernière réunion. Donc, ce sont des femmes très courageuses. Et vous savez, la particularité, c'est encore aussi organisé. Nécessairement, c'est maîtrisé le veuvage dans ces structures. Ah oui, parce que là, ils ont tout le temps le soutien, le bon soutien du chef d'état-major général des armées, ce qui est d'ailleurs assez intéressant, que ce soit au niveau de la gendarmerie nationale, avec le haut commandant de la gendarmerie, et puis à la brigade nationale des sapeurs-pompiers. En tout cas, les veuves militaires, paramilitaires, il y a une organisation telle que ça atténue vraiment les souffrances. C'est ça. Merci, coach, pour cette intervention. Merci également à M. Dieng. Il ne faut pas non plus oublier, même si ce n'est pas vraiment pris en charge dans vos missions, il y a également les hommes, les veufs, qui, du jour au lendemain, se retrouvent aussi dans une moindre mesure, mais moins de difficultés. Les veufs, c'est plus sur le plan psychologique que financier. On n'est pas dans la même précarité. Gérer un foyer. Nous prenons les veuves, mais les enfants, que ce soit du côté du maman ou du papa, nous les prenons en charge. Ça, c'est très bien. Donc, c'est pour dire tout simplement que l'événement de ce matin sera un très grand événement. Nous attendons même des autorités. Le parrain qui sera là, peut-être même, je pense, le ministre d'État Maïndiaï sera là, parce que nous voulons véritablement que l'exécutif se rende compte de ce qui se passe autour de la question et qu'il nous accompagne. C'est vrai, le président va partir, mais nous voulons que celui qui va venir, quelle que soit sa couleur, qu'il comprenne qu'il y a une population qui a besoin du soutien de l'État. C'est ça, absolument. Ça, c'est extrêmement important. Merci pour le plaidoyer. Vous avez l'occasion de revenir sur ça avant la fin de cette matinale. À 7h, passé de 36 minutes, on va regarder le clip du jour, le temps de souffler un petit peu et on se retrouve juste après. Merci beaucoup à la régie qui nous a proposé ce clip de Abdou Guité Seki qui colle parfaitement, comme toujours, à notre sujet avec Monsieur Amadi Dieng. Et c'est l'heure des enfants.
C'est l'heure des infos. Le bulletin, c'est tout de suite le retour et la suite de votre matinale Kenkeliba. C'est dans une dizaine de minutes. À tout à l'heure. Une remise de clés de véhicules, symbole d'un outil de travail précieux qui vaut son pesant d'or. Des moyens roulants pour le déploiement des services de contrôle du commerce intérieur. C'est pour assurer et garantir un respect strict des prix homologués par l'État. Désormais, les Sénégalais ne seront plus livrés à eux-mêmes face au dictat des commerçants sur le marché. Monsieur le Président de la République, depuis novembre 2022, a mis en place une grande commission pour une concertation pour la lutte contre la vie chère. À cet effet, beaucoup de mesures ont été prises pour alléger le coût de la vie, mais aussi des mesures prises par le Président de la République pour améliorer les conditions de travail des services du commerce, qui concourent aussi à l'amélioration du pouvoir d'achat. La première vague tendant dans le sens de la modernisation du service public du commerce, c'est la dotation de 100 véhicules destinés aux services départementaux déconcentrés pour le contrôle effectif sur le terrain, les contrôles qualité, mais aussi le contrôle des prix. C'est le fruit de la vision du président Macky Sall en croisade contre la cherté de la vie. Entre l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs et le soutien aux ménages, le chef de l'État poursuit ses actions en faveur des populations pour assurer un mieux-être à toutes et à tous. D'autres programmes sont annoncés, ont déjà débuté avec la rénovation des services déconcentrés du commerce, la construction d'un service départemental à Dakar avec des entrepôts qui permettent de recueillir tous les produits défectueux et les produits qui sont saisis. Donc c'est une grande révolution pour le ministère du Commerce. Jamais on a eu 100 véhicules en une seule année pour tous les services déconcentrés de l'État. Les agents du commerce intérieur sont donc attendus sur le terrain aux côtés des populations pour garantir la justesse des prix fixés par l'État. Moment de communion et de partage entre frères d'armes. La fête patronale du bataillon de la musique des forces armées est aussi une occasion pour rendre hommage aux anciens et saluer la mémoire des disparus. Connu sous le nom de la musique principale des forces armées, ce corps a été créé en 1961. Son premier chef de musique est le colonel Jean Avignon. C'est en 1980 qu'un Sénégalais a pris la direction. Il s'agit de l'adjudant-chef Ndiago Ndiaye. Depuis cette date, plusieurs officiers, sous-officiers militaires du rang ont composé ce corps. Un corps dont la patronne est Sainte Cécile. Née au IIIe siècle de notre ère, elle s'est consacrée aux enseignements du Christ dans une ville de Rome dirigée par des païens. C'est cet engagement religieux qui lui vaut ses déboires. Elle se réfugia alors dans la chanson. À sa mort tragique, son histoire dépassa les frontières de Rome. C'est au XVe siècle que Sainte Cécile commença à être considérée comme la patronne de la musique. Et il semble que c'est à Londres que l'institution des festivités placées sous l'égide de la Sainte Cécile ait pris naissance en 1683. De nos jours, les associations chorales et instrumentales, toutes les formations musicales militaires, organisent de belles fêtes en l'honneur de leur patronne le 22 novembre, jour anniversaire de la dédicace par le pape Clément VIII de la basilique de Trastevere, où repose le corps de la Sainte Vénérée. En avril 2022, le corps de la musique des forces armées est devenu un bataillon. Il est composé de 4 compagnies. Pour cette fête patronale, les musiciens ont choisi comme thème la musique facteur d'union et instrument de communion. Cela est vrai que sans secours du son musical ou de la phrase mélodique proprement dite, le rythme suffit à lui seul pour ébranler les masses et les mettre en mouvement. Et c'est en vertu de ce postulat que la musique est convoquée régulièrement depuis l'Antiquité pour des programmes d'édification. En somme, la musique est le langage de la paix. Elle transcende les frontières et se présente comme un instrument éclatant permettant de fédérer les esprits dans l'universalité. Ces moments de haute portée significative participent à renforcer la communion des cœurs et des esprits. En pensant aux anciens, la génération actuelle a joint l'acte à la parole avec un monument, une marque de reconnaissance.
Cette étape de la cérémonie a été clôturée par un défilé de détachement. Autre temps fort, la prestation de l'orchestre du bataillon de la musique des forces armées. Et parmi les tubes qui ont adouci les cœurs des invités, il y a Niani. C'est une librairie aux 4 vents agréablement transformée qu'on retrouve cet après-midi. Total Relooking by Momarsec, l'artiste emprunte cet espace de lettres pour y exposer ses sculptures d'ici la fin de l'année. Rénie, après avoir écrit ses poèmes, les a soumis. Table fait à partir de poèmes tirés de cette œuvre. C'est justement sur ces notes de culture que s'achève donc ce bulletin d'information dans Kenkeliba de ce jeudi. Bienvenue si vous nous rejoignez et merci d'être avec nous depuis 6h30. Il est 7h48. Le reste, la seconde partie donc de votre matinale est consacrée à notre deuxième invité et il s'agit, on le rappelle, de Mariem Mbouch, assistante en communication de AJ 3D, Association des jeunes d'Ego d'Idimbali. Oui, tout à fait. Mariem Mbouch, qu'on peut facilement confondre si on est un téléspectateur assidu de la RTS avec sa grande sœur Aïni Mbodj qui anime les rendez-vous du samedi sur la Une, mais pas que. Elle est également chargée de production. Aïni, on t'envoie le bonjour ce matin. Absolument. La ressemblance, elle est frappante. Hein. On vous confond souvent, j'imagine, non? Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà les arrivé. parents à l'école, vous ne vous êtes pas... Maintes fois, Sarah. Oui. Le seul truc qui faisait notre différence, c'était le foulard. Et malheureusement, elle s'est mise à mettre le foulard. Donc maintenant, c'est parfait. Elle est parfaite maintenant, la ressemblance. Oui, elle est parfaite. Elle est complète à 100%. Vous n'avez pas composé de temps en temps à sa place à des examens? Non. Du tout. Du tout? Ah bah, Mais vous auriez pu. c'est déjà bien. Vous auriez pu parce que la ressemblance, elle est... Et vous avez d'autres sœurs comme ça qui vous ressemblent aussi? Oui, l'aînée de notre famille, elle est comme ça. Oui. La voix, le visage. Et tout. La morphologie. Oh mon Dieu. Ah là là, elle-même, elle est étonnée. Oui. Et nous donc, depuis ce matin, on vous observe, on vous regarde et on est plus que choqués. Mais c'est une belle ressemblance. Le sang ne ment pas, justement. Alors, Mariem Mbodj, vous venez ce matin, et on a bien avancé sur le sujet d'ailleurs, sur ce que vous faites au niveau de cette association. Vous organisez une caravane en faveur des personnes en situation de précarité au mois de décembre. Des localités ont déjà été choisies. Pourquoi Touba, Kaolack, Saloum et Fatick, c'est ça si je ne me trompe? Oui, merci beaucoup Sarah. Au fait, on a ciblé ces zones-là parce qu'on s'est rendu compte que c'est des zones qui ont beaucoup de dara. Donc, et nous, on agit surtout sur la petite enfance. On fait beaucoup d'actions concernant la petite enfance, la santé de la mère et de l'enfant aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on construit des toilettes pour les daras, on construit des puits, on leur donne des dons en nature et en espèces aussi. On les aide beaucoup dans la fourniture, avec les fournitures scolaires. Donc, c'est des zones vraiment où il y a de grandes concentrations avec des daras, les foyers pour jeunes et tout ça. C'est pourquoi, et aussi, c'est des zones où on rencontre des populations qui vivent des conditions sociales assez difficiles. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une jeune association composée de jeunes également. Exactement. Et les financements, c'est vous-même qui les apportez. Oui, c'est sûr. C'est sur cotisation ou vous avez des... C'est sur fonds propres. Au début, par exemple, à chaque fois qu'on préparait une journée de dons, chaque membre de l'association amenait ce qu'il pouvait avoir. D'accord. C'est comme ça que vous faites des collectes. Exactement. On allait voir les voisins, les collègues, les amis, les gens qui sont toujours aptes à donner de l'aide. Voilà, les bonnes volontés et tout ça. Et on rassemblait tout ça pour cibler un orphelinat ou bien une pouponnière ou bien des daras pour ensuite leur remettre des dons et contribuer à leur bien-être social. Il y a à peu près combien de jeunes aujourd'hui dans cette association? Dans cette association, il y a à peu près, on peut dire, 100 jeunes. Il y a beaucoup de personnes. Et il y a plusieurs profils aussi différents. Lesquels? Parmi nous, il y a des médecins, par exemple. On a des sages-femmes. Oui. On a même des avocats. On a des gens qui travaillent dans l'administration publique. On a des gens qui travaillent dans l'administration privée. On a aussi des bénévoles qui sont dans les grandes ONG, les organisations non gouvernementales. Donc, on a plusieurs profils. Et chaque profil, selon l'aide qu'il peut apporter,
est utile à l'association. Vous menez des actions dans toutes les régions, si j'ai bien compris. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure des images où vous étiez en train de construire un puits. Oui. C'était où? Voilà. Le puits, on l'a construit au Saloum. C'était pour un village qui n'avait pas vraiment accès à l'eau. Et c'était vraiment très, très, très difficile pour cette population-là. Et ça a été une grande surprise pour cette population de nous voir venir au sein de leur village au Saloum construire ce puits-là. Et ça a été d'un grand apport pour cette population, vu qu'à l'intérieur de ce village même, il y avait aussi un dara. Et donc, puisque l'eau, elle est indispensable, surtout pour le bien-être des enfants, on a fait tous, on a rassemblé vraiment toutes les possibilités qui étaient en notre possession pour aller construire ce puits-là. Oui, pour leur apporter de l'aide. C'est très bien. Oui. Ça, c'est vraiment plus que donner des produits alimentaires ou de l'argent. Oui. Ça, c'est des réalisations qui restent et ça va servir pendant des générations, pour des générations et des générations encore. Mais au-delà, justement, qu'est-ce que vous faites encore comme activité ou quelle action est-ce qu'on pourrait encore mettre à l'actif de votre association? Oui, on organise des journées de consultation gratuites aussi, pour les femmes et pour les enfants. On le fait à Dakar et dans les régions, et dans les zones éloignées aussi. C'est des journées de consultation gratuites où on fait des dépistages. Et c'est aussi organisé par notre médecin, Ahmadou, que je salue au passage. Vraiment, il est d'un grand apport pour l'association. Pour cette caravane, ce sera au mois de décembre, c'est bien cela? Parfaitement. À partir du 24? Oui. 25? C'est le 22, le 23 et le 24 décembre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement, nous qui sommes là, nous qui vous regardons pour soutenir cette initiative de caravane? Mais Sarah, toutes les formes d'aide sont les bienvenues. Venant de chaque groupe social, vraiment, nous invitons tout le monde et on a besoin de l'aide de chacun pour que cette caravane-là se passe bien et qu'on puisse apporter le maximum d'aide à ces populations-là qui en ont besoin. Le programme de cette caravane, c'est juste sillonner ces différentes localités que vous avez citées et faire des dons en nature? Oui, on va sillonner, on va faire des dons en nature, on va aussi organiser des consultations gratuites encore et en même temps, on va faire de la sensibilisation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour que les populations connaissent l'importance, par exemple, de la santé communautaire, surtout, et de l'engagement communautaire. C'est important. Et que ces populations sentent qu'elles font partie du Sénégal et qu'elles sont aussi prises en compte dans le bon déroulement de la société. Oui, c'est important. Donc, on mise beaucoup aussi sur la sensibilisation. La demande est très forte, j'imagine. Donc, comment vous faites pour choisir telle localité, tel endroit, telle personne, telle action? Comment vous faites l'arbitrage? Sur quels critères? Elle est très forte, Sarah. C'est une demande qui est extraordinaire et elle augmente d'année en année. Au début, bon, c'était à notre niveau. Ensuite, mais après, la demande, elle est extraordinaire. Elle grandit. Ça nous fait plaisir d'une part, mais d'autre part, ça nous inquiète un peu aussi. Oui, de voir que vraiment il y a de plus en plus de personnes sont dans des situations difficiles et précaires. C'est extraordinaire. Mais bon, comme je l'ai dit, l'engagement communautaire, c'est un devoir de chacun. Chacun, au niveau où il est, devrait prendre conscience qu'il est responsable et qu'il peut changer les choses. Ça, c'est important. Dès lors qu'on est conscient de ça, après, on n'attend plus rien. On se lève et on agit. Quand on a 5 francs, quand on a un habit, quand on a une couverture, ou bien un tapis, ou bien un drap, ça peut toujours être utile. Oui, ça peut toujours être utile pour quelqu'un d'autre. Rappelez-nous justement l'adresse de cette association, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment et qui se disent on va peut-être faire un paquet, on va vous l'apporter. Vous organisez probablement des collectes. Jusqu'à quand est-ce qu'on pourrait vous apporter ces dons-là? Ou un numéro, évidemment. On a des points de collecte à Dakar. Par exemple, à Fas, on a un point de collecte à Fas, à la Zakmbao, à Keur-Massar. Ce sont les différents points de collecte à Dakar. Et il y a des numéros de téléphone, par exemple, sur le dépliant. C'est le numéro du président et du secrétaire général, aussi, qui sont tout le temps disponibles et à l'écoute des gens. L'association, c'est Association des jeunes d'Ego
Didimbali. Qui a choisi le nom? C'est vous? Les 3D. C'est le président. Oui, c'est le président qui a choisi ce nom-là, parce que c'est une association qu'on a créée d'une manière spontanée comme ça. Puisque le président, lui, que je salue au passage, Alioune Thioune, c'est une personne qui est très sociale, qui aime toujours apporter de l'aide, qui est toujours à l'écoute et au service des autres. Donc, c'est sorti comme ça de son esprit. Et nous, on a suivi, et vraiment, c'est une expérience humaine enrichissante, extraordinaire. En tout cas, bravo. Des jeunes comme vous, engagés. Nous, à Quinqueliba, on célèbre ça, bien évidemment. Bravo surtout parce que dans ce contexte assez difficile, redonner de l'espoir aux autres, c'est un devoir pour chacun de nous. Et bravo parce que l'engagement communautaire, ça a changé le visage des régions, des localités, des pays. Et c'est ce que nous devons tous faire et vous donner l'exemple. Alors, bonne continuation au niveau de cette association. Merci beaucoup. DG, on va à 2 minutes de l'émission vous redonner la parole. Je voulais fortement apprécier cette démarche parce qu'il y a plusieurs aspects dans cette question. D'abord, ce sont des jeunes. C'est extrêmement important de savoir qu'il y a des jeunes qui ne vont pas vers les pirogues. Il y a des jeunes qui ne vont pas dans des activités qui un peu remettent en cause la stabilité de notre pays. Il y a des jeunes engagés dans un combat pour prendre en charge les préoccupations des enfants. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un aspect extrêmement important. Le dernier recensement a montré que sur notre population de 18 millions, il y a 13 500 000 de jeunes. Et aujourd'hui, tout le monde est interpellé. Il a dit la dimension communautaire de notre action doit être significative. Partout où nous sommes, nous devons savoir que nous pouvons être utiles. C'est ça. Ça, c'est un des deux. L'État doit comprendre qu'aujourd'hui, cette jeunesse-là, il faudrait qu'elle soit au centre d'intérêt de tout ce qu'on pourra faire. Et ça veut dire qu'il faut que l'État soit la locomotive pour que les autres suivent. C'est ça. Et c'est ce que vous faites aussi. Absolument. Et individuellement aussi, que chacun se dise, j'en fais partie, j'apporte ma contribution. C'est dans cet esprit-là que nous avons développé ce schéma-là. On sait que c'est difficile. Nous, on se déplace aussi. On a des demandes. Il y a des gens qui nous disent... On est parti dans un village où les gens nous disent, nous avons un centre de santé, nous n'avons pas d'échographie. Nous voulons une échographie. C'est un besoin. Nous sommes partis dans des villages où on dit, nous voulons un mini-forage. Parce que nous, femmes, nous souffrons. Nous souffrons. Il y a des problèmes d'eau. Et c'est nous, tous les jours, qui sommes interpellés. Parce que s'il n'y a pas de l'eau, c'est la femme qui est interpellée. C'est vrai, absolument. Donc je pense que cette démarche-là, c'est une démarche à saluer. C'est une démarche à encourager. Et c'est une référence surtout pour la jeunesse. Les jeunes ne doivent pas être dans autre chose que dans ce qui peut permettre de développer l'humain chez nous. Il nous reste 1 minute pour terminer l'émission. Moins d'une minute, DG. Le mot de la fin. En tout cas, le mot de la fin. À tout à l'heure, au Grand Théâtre. À tout à l'heure, et on appelle tous les Sénégalais à nous suivre, à partir de garanties et à apporter leur contribution pour soutenir ces enfants veuves et orphelins. Mariam Bodj, merci beaucoup. Merci beaucoup, Le Sarah. mot de la fin. Merci à tout le monde, à cette merveilleuse équipe-là. On attend tout le monde pour que cette caravane se passe de la meilleure des manières. C'est ça, les 22, 23 et 24 décembre. 2023. Merci à vous. Merci, Monsieur Dian. Merci, coach. Merci, Sarah. Merci, Adama. On se retrouve demain. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Quinqueliba, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain dès 6h30 et nous vous souhaitons de passer une très belle journée. Au revoir.